podcast Olim. Des gens, des savoir-faire, des histoires, des paysages. La série de podcasts qui vous transporte à la découverte du Haut-Limousin. Bonjour, Nelly Carmazol de l'Office de tourisme du pays du Haut-Limousin, aujourd'hui en compagnie de Colette Marceau. Bonjour Colette, vous êtes petite fille de migrants paveurs, devenue professeure d'histoire et vous avez écrit un ouvrage intitulé « Les migrants paveurs de la Basse-Marche ». Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Je peux vous signaler que nos paveurs ont migré depuis le XIIe-XIIIe siècle, surtout l'époque des cathédrales. Pourquoi migraient-ils ? Eh bien parce qu'il existe une grande pauvreté des sols et une petitesse des exploitations chez nous. Il fallait aussi, avec les héritages, dédommager frères et sœurs dans des familles nombreuses, souvent. Le but, acquérir des parcelles pour avoir une propriété suffisante et ne pas payer de fermage. Et d'autre part aussi, nous n'avions pas d'industrie, les industries se trouvaient à Limoges et il n'était pas question à l'époque de faire le va-et-vient. Alors comment organisait-il cette migration ? Il se mettait sous la protection d'un saint, Saint-Roch, et en même temps de Notre-Dame des Miracles de Sauvagnac. Alors Sauvagnac près d'Ambazac. Il se mariait souvent avant de partir, je parle pour ceux qui avaient une vingtaine d'années, et il se mariait en février, faisait un contrat qui servait à protéger l'épouse et les enfants à venir, car il faut dire que quand ils revenaient en novembre, souvent ils étaient papas. Quand ils partaient, ils avaient leur acte de baptême, puis un passeport de travail et enfin un livret ouvrier. Ils faisaient peur, tout simplement parce qu'ils voyageaient en bande avec les maçons, avec les plâtriers, etc. Ils affolaient la population. Pour voyager, eh bien, c'était à pied à partir de 12-13 ans. Plus tard, des diligences, souvent pour les plus fortunés, si on peut parler de fortune, à partir d'Orléans. Et ensuite, le train fin 19e, mais pas depuis chez nous, en cours de route seulement. Ils avaient deux barrières importantes, la langue, ils ne parlaient que le patois local et ils ne savaient ni lire ni écrire. Et c'est Martin Nadeau qui a le plus montré cela dans le livre Mémoire de Léonard, ancien garçon maçon. Alors par contre, ils avaient de grands avantages. Ils étaient sérieux, ils étaient volontaires, travailleurs, honnêtes. Ils partaient avec cette réputation et une compétence de travail assez importante. Arrivés à Paris, le problème c'était se loger. Ils logeaient dans des garnis, dans des conditions infâmes. Une quinzaine par chambre, c'était pas improbable. Les draps n'étaient pas changés, ou à la limite une fois pendant la saison. Et il manquait totalement d'hygiène. Les toilettes, pas de douche, évidemment, tous ces mots-là n'existaient pas. Et les maladies étaient fréquentes. La nourriture, la viande était très rare. Ils avaient une soupe avec beaucoup de pain. Ils avaient même la soupe à la sucette. C'était un bâton autour duquel on enroulait un peu de gras et qu'on trempait dans la soupe. Mais beaucoup de pain. À Paris, ils étaient dans le quartier de la Mortellerie. Alors un mortelier, c'est l'ancien terme de maçon. Et à ce moment-là, c'était près de l'hôtel de ville. C'était aussi pas loin de la place de Grève où ils pouvaient trouver du travail, se présenter s'ils n'étaient pas partis avec une aide au départ. Pour leurs conditions de travail, ils étaient d'abord compagnons. En fait, ils transportaient tout ce dont avaient besoin les hommes, ça s'occupait de la nourriture, de détails comme cela. Puis ils devenaient compagnons, ouvriers et enfin maîtres. Le maître, c'est l'aboutissement. Ils peuvent employer, ils peuvent former. Comme outil de paveur, il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est la I. Si vous faites des mots croisés H-I-E ou demoiselle, elle est souvent utilisée. Et le marteau plat qui sert donc à mettre le pavé en position dans le sable. En moyenne, 10 heures de travail par jour, pratiquement tous les jours de la semaine. Et l'objectif étant de gagner plus puisqu'ils sont payés à la tâche. C'est-à-dire plus ils en font, plus ils sont payés. Ils travaillaient même sous les intempéries. Jusqu'en 1936, avec les accords Matignon. Ils n'étaient pas payés extrêmement, mais il faut savoir qu'aux époques de 1936, ils étaient quand même plus payés qu'un ouvrier d'usine. Je crois qu'il existait une forte entraide également entre les paveurs. Oui, ils avaient tous une protection religieuse. À l'époque, tout le monde était catholique pratiquant, ou du moins, ils faisaient comme si. Ils étaient sous la protection de Saint-Roch, et puis surtout, ils ont eu, dès 1848, un homme de Saint-Léger-Bagnazé, M. Gentil, qui a créé une société de secours mutuel dite de Saint-Roch. Secours mutuel uniquement pour les paveurs au départ. Nous avons un livre qui a été fait au jour le jour de 1848 à 1910 avec tous les paveurs qui ont financé cela. Il y avait même un lieu de rencontre à Saint-Sulpice qui s'appelait l'Auberge des Paveurs, avant de partir sur Paris, Lyon, Bordeaux, voire l'étranger. Ils allaient même à Marseille. Ils avaient donc une cotisation annuelle et avec cette cotisation, ils avaient droit à des soins médicaux, des contrôles, des visites médicales. En cas d'accident, ils avaient une petite aide. En cas de décès, ils avaient une aide.
ils avaient aussi une bannière qui les représentait. Cette bannière, il y en a un exemplaire qui est déposé au musée de Château-Ponsac. Cette bannière a été offerte par la famille Gouja de Cromac. En ce qui concerne cette société de secours mutuel, elle a servi de modèle à la création de la sécurité sociale en 1945. Et qu'en est-il de nos jours? Que reste-t-il en fait de cette histoire maintenant? Il y a de grandes sociétés qui existent encore. En 1945, 80% des entreprises de BTP et de voirie étaient issues du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles. C'est énorme, hein. Donc quelques familles, Joyeux, Rigoux, l'Égluse, Dubrac. Actuellement, l'entreprise Dubrac fonctionne toujours. Elle travaille pour les monuments historiques et cette famille est connue. Actuellement, M. Arnaud Bertonnet, qui est professeur et chercheur à l'Université de Paris-Sorbonne, est en train d'écrire un livre sur la famille Dubrac, comme il l'a fait pour la famille Joyeux. Ce livre paraîtra en 2021. Il sera présenté à Felletin par l'Association des maçons de la Creuse, mais aussi à Saint-Sulpice-les-Feuilles. Et alors une petite dernière question, Colette, où peut-on trouver votre ouvrage actuellement? Est-il toujours disponible? Alors cet ouvrage a été tiré à 1000 exemplaires en 2011. Actuellement, il n'en reste plus. Merci beaucoup Colette de nous avoir partagé vos connaissances et votre passion.